Excuse du retard qui a sans doute retardé le départ, le commencement de cet atelier. Merci pour l'organisation de ce colloque, j'espère fructueux et utile en tout cas. Je vais préciser d'où je parle. Moi je ne suis pas chercheur, j'aurais pu l'être, je devrais l'être, mais j'ai décidé de ne pas l'être. Et donc les réflexions que je vais vous présenter ne sont pas issues d'une recherche académique ou à prétention académique, mais sont issues de quelqu'un qui est engagé dans le mouvement social, dans le mouvement intermondialiste, à Attac depuis la naissance d'Attac, et donc depuis quelques années pour Attac et d'autres organisations impliquées dans le suivi des négociations climatiques et environnementales à l'échelle internationale, donc les fameuses conférences du climat de type Copenhague, mais aussi les rencontres de type Rio+20, et également donc engagé au niveau national dans ces débats-là qu'on peut avoir en France et les mobilisations attenantes, qu'elles soient liées à la construction de grands projets inutiles comme Notre-Dame-des-Landes et l'aéroport qui fait aujourd'hui débat en France, ou la mobilisation contre les gaz et pétroles de schiste dont vous avez peut-être entendu parler, du moins en France, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'en a pas entendu parler. Et j'hésitais entre essayer de me départir de ces engagements-là et essayer de construire une présentation avec plus de distanciation, mais qui aurait été en grande partie artificielle. Donc j'ai décidé de présenter un certain nombre de réflexions sans chercher à construire artificiellement cette distanciation, et donc mettre en débat un certain nombre de choses qui me semblent faire débattre, en tout cas faire débat dans le mouvement social, dans le mouvement progressiste au sens large, y compris organisation politique. Le titre de la présentation que j'avais annoncé est largement prétentieux face à la crise écologique. Quelle stratégie globale pour quel projet émancipateur? Déjà, je vais me réduire pour grande partie dans ma réflexion sur une approche liée au climat, et je vais me limiter à une série à la fois d'éléments de contexte pour qu'on soit à peu près au clair sur quels sont les éléments qui sont les sous-bassements en termes d'actualité, de tendance à l'échelle internationale des négociations, sur lequel je construis la série d'hypothèses que je vais essayer de présenter ensuite, hypothèses forcément à discuter et qui, je pense, feront débat, notamment avec la présentation précédente, mais ce qui, de mon point de vue, ne peut être qu'utile pour nous faire avancer collectivement. Donc les éléments de contexte comme base de la discussion. Et je vais aller très très vite sur une série de choses. Mais c'est important de le rappeler, la crise écologique, la crise climatique se précise, s'intensifient et deviennent non maîtrisables ou hors de contrôle. Quand on prend les dernières publications d'émissions de gaz à effet de serre et tendances d'accroissement du réchauffement climatique global à l'échelle de la fin du siècle, on est sur des scénarios qui vont bien au-delà de l'objectif fixé par la communauté internationale de se limiter à 2 degrés, et qui sont, et c'est les scientifiques qui le disaient, qui nous amènent sur des tendances hors de contrôle, non maîtrisables. Et cette question de la maîtrise et du contrôle est absolument essentielle, et on y reviendra par un autre biais en fin d'intervention. À ce stade, deuxième élément de contexte, aucune réponse adéquate n'a été fournie, ni à l'échelle internationale, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle locale, qui permettent donc de faire face à cet emballement climatique et de la crise écologique. Et même la séquence de négociations internationales qu'on vient de vivre, Copenhague-Durban, auquel on peut rajouter Rio+20, marque un reflux très net du multilatéralisme onusien et un affaiblissement conséquent du peu des régulations internationales existantes. Le protocole de Kyoto est en train d'être démantelé dans toute sa splendeur, et le peu de principes constitutifs issus des négociations de Rio 92, un certain nombre de principes liés à des objectifs d'équité ou d'égalité, de responsabilité commune mais différenciée, une série de principes de ce type sont en train d'être démantelés. Et la dernière conférence de Rio, +20, sa déclaration finale sur ce point-là renvoie à l'échelon national toute une série de questions et d'enjeux, par exemple la question de l'eau, ce qui est un vrai reflux net de la possibilité d'avoir des régulations internationales. Et en même temps, on a une capture toujours plus grande par le secteur privé, par les multinationales, des instances de régulation internationales, nationales. C'est le cas de Rio, c'est le cas de l'ONU aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus aucun programme de l'ONU qui ne soit pas financé ou dans lequel les multinationales ne soient pas incorporées en tant que telles dans le processus de discussion, de décision.
mais également au niveau des États. Mais ça, on le connaît mieux, je ne vais pas m'y étendre. Et pourtant, donc, reflux net du multilatéralisme onusien, pourtant la crise climatique, mais on pourrait dire la même chose de la biodiversité, qui est en général moins débattue dans nos espaces, ou l'espace politique, représenté un peu par ce colloque, reste un défi à solidarité internationale obligatoire. Il n'y aura pas d'alternative dans un seul pays, il n'y aura pas de résolution de la crise climatique dans une seule région. Soit nous le résolvons pour l'ensemble de la planète, soit elle ne sera jamais résolue. La réponse aujourd'hui des élites, de l'oligarchie, vous l'appelez comme vous voulez, des 1%, c'est de considérer que face aux échecs, c'est mon quatrième point de contexte, face aux échecs avérés des politiques environnementales menées depuis 50 ans, 60 ans, on peut remonter encore plus loin, échec de toute une série de politiques de régulation nationale, internationale, puisque les tendances actuelles vont dans l'aggravement de la crise écologique. Leur réponse est de dire il faut développer ce qui a été énoncé, une sorte d'économie verte, et par économie verte, quand on lit les rapports réels de la Banque mondiale qui ont été écrits ou du Programme des Nations Unies sur l'environnement, ce n'est rien de moins qu'une nouvelle étape de financiarisation, et cette fois-ci financiarisation de la nature, et ça revient à intégrer la nature dans le cycle du capital, transformer la nature en capital naturel, considérer que la nature n'est plus un tout, les écosystèmes ne sont plus un tout, mais une somme de services écosystémiques rendus par la nature aux sociétés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous renvoie à un certain nombre de documents qui ont pu être faits, notamment un petit livre à lequel j'ai eu la chance de contribuer, qui s'appelle La nature n'a pas de prix, que j'ai vu qui était à disposition à la librairie à l'entrée, et qui essaye d'expliquer que quand il parle d'économie verte, ce n'est pas simplement repeindre en vert le capitalisme tel qu'il existe, c'est une nouvelle étape de développement de ce capitalisme en intégrant dans le cycle du capital la nature, sa gestion et sa valorisation telle que est rendue possible par toute une série de dispositifs, instruments financiers liés à de nouveaux mécanismes type les marchés carbone, mais aujourd'hui étendus à toute une série d'autres éléments de la nature. Donc ce n'est pas seulement repeindre en vert le capitalisme, c'est un processus d'accaparement et de financiarisation même de la base naturelle, de la nature telle qu'elle existe et qu'elle est absolument essentielle au développement de la société. Quatrième élément de contexte, il ne faut pas voir tout en noir, et notamment une série de débats ont profondément changé, évolué, et notamment sur le changement climatique. La séquence qui vient de se passer a considérablement modifié le débat, pas les résultats, c'est une évidence, mais le débat quand on parle de changement climatique, ou l'image qu'on peut avoir du changement climatique lorsqu'on en parle. On peut dire, c'est caricatural, et donc vous me reprendrez après dans la discussion, mais avant Copenhague, l'image qu'on a du changement climatique, c'est l'ours blanc qui dérive sur sa banquise. Aujourd'hui, cette image-là n'a pas complètement disparu du débat et de l'imaginaire qu'on a sur le changement climatique, mais une autre image est en train de la remplacer, et cette image, c'est plutôt l'image de la femme africaine ou asiatique, victime d'une conséquence de dérèglement climatique. Et donc, ceci pour exprimer que la question sociale, la question de l'impact sur les populations a pris quand même beaucoup plus de place dans le débat public et dans l'imaginaire qu'on peut avoir autour des débats sur le changement climatique. Et ça, c'est plutôt une victoire qui est pour partie liée, et c'est ma dernière remarque de contexte, à l'émergence de nouveaux acteurs, mouvements sociaux à l'échelle internationale sur cette question du climat, qui a été symbolisée par la constitution en 2007 d'une alliance internationale appelée Climate Justice Now, auquel contribuait la Via Campesina, donc le secteur paysan, un certain nombre de syndicats, un certain nombre d'organisations écolo-radicales comme les Amis de la Terre et des organisations comme ATTAC venues de la base du mouvement altermondialiste plutôt centré sur les questions financières ou commerciales, qui ont décidé de se mobiliser sur les questions climatiques à partir de la conférence de Bali en 2007 et qui ont suscité toute une série de déclinaisons d'alliances nationales ou régionales relativement importantes de type urgence climatique, justice sociale et qui ont permis de réarticuler la question sociale et la question écologique, pour partie en rabattant la crise écologique sur la crise du capitalisme et donc notamment en portant très fort ce slogan de « Change the system, not the climate », il faut changer le système et pas le climat, mais qui ne se résout pas à ce que ça soit rabattu intégralement sur la crise du capitalisme. Et donc ce type de réseau refuse de dire il suffit de parler de la crise du capitalisme pour réellement considérer et prendre en charge l'ensemble de la crise écologique. Et donc du coup, la juxtaposée, c'est de dire il ne suffit pas de dire qu'il faut sortir du capitalisme
pour régler les problèmes et les crises écologiques actuelles. Ceci a amené toute une série de documents et de stratégies qui ont pour partie fonctionné mais qui aujourd'hui sont en difficulté. Un, ça a été une stratégie inside-outside, interne-externe aux négociations internationales en passant en alliance avec toute une série d'États à deux types d'alliances. Une alliance un peu globale, en gros de dire qu'il faut jouer les pays en développement contre les pays déjà développés, pour reprendre les termes de l'ONU, et donc appuyer le G77 quand il tape fort, mais trop rarement sur les pays du Nord, parce qu'il y a des responsabilités communes face au changement climatique, mais qui doivent être différenciées selon la responsabilité de chacun, mais également des alliances plus fortes avec toute une série d'États, et principalement les pays de l'ALBA et la Bolivie en Amérique du Sud. Cette stratégie inside-outside, avec donc un travail à l'extérieur des mobilisations qui devaient peser sur l'intérieur et utiliser l'intérieur pour construire aussi nos mobilisations à l'extérieur, a marché dans la construction du débat public, n'a pas apporté les résultats qu'on attendait, qu'on n'attendait pas, mais en tout cas pas de résultats significatifs en termes de négociation, malgré les velléités de la Bolivie jusqu'à la conférence de Cancun. Aujourd'hui, ça n'existe plus et la Bolivie a abandonné cet axe-là. Et utiliser ce qui se passe à l'intérieur aussi pour construire nos mouvements. Deuxième outil qui a été développé, c'est lorsque la Bolivie et symbole de cette alliance-là, lorsque la Bolivie a convoqué la conférence de Cochabamba en mars 2010 pour rédiger un accord des peuples ayant vocation à la fois à construire une unité du mouvement sur la justice climatique à l'extérieur et aussi de peser fortement dans les négociations à l'intérieur. Cette stratégie-là, aujourd'hui, elle est minée de l'intérieur et de l'extérieur, elle ne fonctionne plus, elle est insuffisante pour changer la donne, parce qu'un certain nombre de pays, on peut le dire comme on veut, mais ont trahi ou aujourd'hui ne sont plus sur cette dynamique-là, et c'est le cas notamment des pays de l'ALBA. D'autre part, le G77 est absolument divisé et aujourd'hui ne mène pas bataille contre les pays du Nord, on a même plutôt des retournements d'alliances avec la Chine capable de passer des alliances avec les États-Unis sans le dire, mais qui donc du coup chamboule complètement la donne géopolitique sur ces débats, et donc un blocage de l'ONU assez problématique pour qui veut mener une stratégie de ce type inside-outside. Donc du coup, ces réseaux-là de type Climate Justice Now sont en quête d'une nouvelle stratégie qui est aujourd'hui à débattre et à reconstruire. La série d'hypothèses que je voulais vous présenter, je sens que je prends trop de temps, mais bon, voilà, je vais quand même essayer de les présenter rapidement. Un, c'est donc l'absolue nécessité d'avoir une réponse qui soit une réponse internationaliste, parce qu'on ne résoudra pas le climat dans un seul pays, et la seule addition de réponses nationales ou locales aux enjeux climatiques ne nous semble pas être une réponse adéquate, notamment parce qu'il y aura forcément des comportements de fuite. Enfin, à un moment donné, il faudra un accord international qui soit un accord des peuples ou un accord des États qui réellement permettent de challenger, de faire face à ce défi du changement climatique. Deuxième série d'hypothèses, c'est cette idée qu'il ne faut pas rabattre la crise écologique totalement sur la crise du capitalisme. Parce que c'est commettre, selon nous, trois types d'erreurs. Un, une erreur historique, liée à toute une série d'expériences, de situations, d'expériences. Il y a des politiques nationales et des combats qu'ont pu mener des gens qui se présentent, des organisations de type anticapitaliste et qui n'ont pas contribué à résoudre la crise écologique. Et ça, je ne reviens pas, vous connaissez ça mieux que moi et puis on pourra en discuter. Une erreur analytique, parce que le productivisme, la crise du productivisme, la crise aussi ce qu'on pourrait appeler du progressisme, qui sont constitutifs de la crise écologique, ne sont pas uniquement résolus par un anticapitalisme de base. Troisième type d'erreur, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde des politiques qui ont prétention et qui s'affichent comme ayant prétention à réguler le capitalisme, ou à l'amender, ou à le modifier, à le transformer, et on peut voir ça dans un certain nombre d'États d'Amérique du Sud, ils ne résolvent en rien la contradiction écologique, et au contraire ont tendance à l'aggraver. Je prends juste un exemple, venu pas des pays que j'ai cités, mais de l'Argentine, qui récemment, en juin dernier, a décidé de nationaliser la branche argentine de la multinationale espagnole du pétrole Repsol, YPF, c'est le nom de la branche argentine, qui l'a nationalisé pourquoi? Pour apporter une réponse à la crise écologique en Argentine? Non, pas du tout. On a là clairement une politique de nature, après on peut discuter, mais de nature anticapitaliste ou en tout cas qui vient challenger
une forme de capitalisme existant constituée à travers les multinationales espagnoles. L'objectif du gouvernement argentin, c'est d'accroître les investissements en Argentine pour extraire pétrole et gaz non conventionnels dans la région du Neuquén, région fortement déjà impactée par l'extraction de pétrole et gaz conventionnels et contre lequel se battent les populations mapuches argentines notamment. Et donc là, on a une contradiction qui n'est absolument pas résolue par une politique on en rediscutera, de régulation. Nous considérons, hypothèse également, donc du coup, si c'est pas simplement, on ne peut pas rabattre la crise écolo sur la crise du capitalisme, il faut caractériser cette crise-là. Nous considérons que ce n'est pas seulement une crise du capitalisme, mais une crise de civilisation. Et quand on parle de crise de civilisation, en s'inspirant notamment des réflexions qui peuvent provenir d'une série de références qui ne sont pas forcément des références de base dans notre façon d'appréhender cette question en Europe, en France particulièrement, à toute une série de réflexions issues des mouvements, organisations indigènes. Crise de civilisation parce qu'il y a une implication et un emboîtement total des différentes crises dans lesquelles nous sommes. Il n'y a pas juxtaposition d'une crise sociale, d'une crise écologique, d'une crise alimentaire, d'une crise industrielle, d'une crise... Tout cela est emboîté et de manière quasiment inexplicable. On peut les discuter de manière séparée pour avoir des analyses et nous faire avancer dans une approche analytique de la chose. Mais quand on essaye de les réarticuler, on se rend compte que donc, du coup, on n'est pas face à une juxtaposition de crise, mais à une crise extrêmement plus profonde, ce que nous on appelle crise de civilisation, mais qu'on peut discuter. Crise de civilisation parce que crise du sens. Personne ne sait et personne ne voit quel est l'horizon d'émancipation globale, individuelle et collectif. Et donc du coup, point d'horizon, point de salut dans la situation actuelle. Crise de civilisation parce que les limites physiques de la planète, et on peut le prendre à travers le climat, à travers la biodiversité, aujourd'hui, ne sont pas prises en charge par les réponses partielles que nous pouvons apporter à chacune de ces crises. Et donc prendre en compte les limites physiques de la planète, se rendre compte que l'humanité aujourd'hui est devenue une force géologique, on parle d'anthropocène, et se rendre compte que l'humanité est incapable de maîtriser la nature et que la technologie et les hypothèses technoscientifiques qui sont aujourd'hui discutées ne permettent pas de résoudre ces limites physiques de la planète, doit nous amener à avoir une réflexion plus fondamentale sur qu'est-ce que signifie répondre à l'implication de ces crises. La critique de la croissance économique aujourd'hui, elle ne s'appuie pas simplement sur une critique idéologique, elle s'appuie sur des données scientifiques quasiment irréfutables, ou irréfutables de notre point de vue, qui attestent l'impossibilité de l'universalisation d'un modèle fondé sur l'accumulation du progrès et de l'accumulation matérielle tel que sont fondées nos sociétés. Conséquence de cet élément-là, si ce n'est pas réductible à une crise du capitalisme et à une opposition du capital au travail, il n'y a pas de sujet unique de la transformation, de la transition, du passage de ce monde à une société capable de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et là, je pense que c'est une discussion avec d'autres personnes autour de la table, notamment la présentation précédente, c'est de considérer que le travail et le travailleur, le salarié, n'est pas le seul acteur possible de cette transformation sociale, ce qui ne veut pas dire que je sous-estime l'opposition capital-travail ou que je réduis l'importance et le rôle majeur que devrait jouer le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, mais qu'on ne peut pas en faire l'acteur majeur de la transformation sociale. Et donc du coup là on a une discussion à avoir parce que ça remet en cause toute une série d'hypothèses fortes et d'éléments relativement constitutifs des philosophies d'émancipation liées au mouvement ouvrier ou pas des 2 derniers siècles, de savoir quel est le sujet de la transformation. De notre point de vue, de mon point de vue, il est divers et il puise sa force dans les différents types de contradictions et de crises ou de situations auxquelles on est confronté. Et donc on est confronté, et j'ai plus qu'un point et demi, on est confronté à un défi assez gigantesque qui est de repenser et donc de reconstruire une forme d'articulation entre ces pluralités d'engagement, ces pluralités de mobilisation, qui n'est pas simplement une convergence ou une réduction sur la contradiction qui serait majeure et les autres qui seraient des contradictions de second ordre. Là, il y a discussion entre nous, c'est une évidence. Nous considérons qu'il faut articuler. Construire cette articulation, c'est un défi qui est présent, voilà, qui est ici,
auxquelles je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est cette façon-là de poser la question qui nous intéresse, plus que de chercher à voir comment on converge, comment on réduit à la contradiction majeure, qui ne nous semble pas être aujourd'hui la meilleure façon d'appréhender les défis, notamment à travers les défis écologiques et les défis climatiques. Et donc, si on rabat tout cela sur la crise écologique, cette question des acteurs de la transformation et aujourd'hui d'où sont les sources de l'alternative, de la construction d'une voie de sortie, ces acteurs-là et cette transformation-là puisent dans plusieurs registres. Le premier, c'est que si on repointe la question notamment de l'extraction des ressources naturelles, il y a une multiplication à l'échelle internationale des espaces locaux de confrontation avec les multinationales et avec les États, avec le capital et avec la puissance publique, sur les points d'extraction de ressources naturelles et donc de confrontation avec les logiques extractives. Et quand on prend cette confrontation avec les logiques extractives, ça donne naissance à des réflexions sur le dépassement du modèle civilisationnel actuel. Deuxième point focal duquel puise un certain nombre d'alternatives, de réflexion, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ensemble des alternatives concrètes locales, collectives, liées à la relocalisation des productions, à la protection des semences pour les paysans, l'agroécologie, même l'agriculture urbaine, des choses où les gens permettent, ou en tout cas tentent de répondre à un certain nombre de questions qui leur sont posées ou de problèmes qui leur sont posés à travers un engagement local, parfois micro-local, d'engagement et d'insertion dans des alternatives concrètes locales. Et ces alternatives concrètes locales, elles réinventent par en bas, elles donnent à voir, elles répondent à l'urgence et à l'espace, et elles créent aussi des espaces d'autonomie qui sont extrêmement importants et qui permettent également de réintégrer les éco-gestes ou des transformations individuelles dans des perspectives collectives. Et donc ces deux éléments-là, d'une manière générale, questionnent le centralisme, la centralisation, questionnent la place de la science, questionnent la place de la technologie, et c'est absolument essentiel dans les pistes de solutions. Troisième élément sur lequel il y a du travail qui permet d'avancer dans ces pistes de transition, c'est le travail idéologique, issu soit des réflexions d'organisations indigènes, issues donc de cosmogonies qui sont un peu différentes des nôtres, les groupes qui aujourd'hui travaillent sur, non pas un développement alternatif, mais des alternatives au développement économique, et donc du coup avec toute une série de réflexions, notamment d'Amérique du Sud, sur lesquelles on devrait s'imprégner, des réflexions autour du bon vivre plutôt que du vivre mieux. Tout cela fait partie de ce travail idéologique qu'il faut articuler aux deux points précédents. Et tout un travail également de régulation nationale ou internationale, des campagnes qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et qui font partie de ces 4 points à réarticuler à travers la souveraineté alimentaire, à travers la campagne menée par toute une série de syndicats autour d'1 million d'emplois climatiques pour refuser le terme de vert et d'économie verte. C'est une campagne qui aujourd'hui se développe dans toute une série de pays et de manière très intéressante de notre point de vue, et je pourrais expliquer pourquoi après. Les réflexions sur les droits de la nature, qui ici nous posent un certain nombre de problèmes intellectuels, philosophiques, mais qui permettent aussi de réinterroger toute une série de présupposés liés à la philosophie des Lumières et à la façon dont sont constitués les mouvements d'émancipation depuis 2 siècles. Construire une déclaration internationale des droits de la nature aujourd'hui fait partie des exigences d'un certain nombre d'organisations. D'autres considèrent qu'il faut plutôt travailler sur la reconnaissance d'un écocide, comme il y a la reconnaissance du génocide au niveau international, et donc construire un tribunal international sur les crimes environnementaux. Tout ceci sont des exigences de politique nationale ou internationale de régulation à l'échelle internationale qui font également partie de la solution et des pistes à repenser. Et donc, l'enjeu, de notre point de vue, c'est non pas opposer ces différents niveaux d'intervention, nationale, locale, alternative, concrète, tout ce que j'ai pu exprimer dans ces 4 points, mais de repenser l'articulation, et repenser cette articulation-là et la complémentarité de ces initiatives, et donc que tout le monde se sente partie prenante d'un même mouvement, est absolument clé si on doit gagner et changer des choses dans le rapport de force mondial, et le rapport de force tel qu'il existe. Mais c'est également, et ça, je conclue là-dessus, c'est sortir de l'opposition qui a été quand même fondatrice de toute une série de divergences et de divisions dans le mouvement progressiste de ces 2 derniers siècles, qui est l'opposition entre ceux qui pensent qu'il faut prendre le pouvoir et changer les structures, et ceux qui pensent qu'il faut d'abord se changer soi-même, changer par en bas, construire la mobilisation, la révolution par le bas. Je pense que cette dichotomie-là qui existe et qui est quand même toujours extrêmement fortement présente dans les mouvements progressistes
du monde occidental doit être dépassée. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, essayer de repenser l'articulation des différents espaces d'intervention me paraît un élément majeur pour essayer de dépasser cette division qui, de mon point de vue, est assez problématique. Et je m'arrête ici. Et je suis vraiment